Si vous voulez comprendre d'où viennent les mathématiques d'aujourd'hui, le mieux est de savoir où tout a commencé. Vous avez sûrement déjà entendu que les mathématiques naissent en Grèce, à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, avec un certain Thalès. Sauf que l'histoire n'est pas si simple. L'homme fait de la géométrie depuis qu'il est sédentaire. On pouvait par exemple avoir besoin de mesurer l'aire d'un terrain, c'est-à-dire faire de la géométrie, mesurer la terre. Ou alors on pouvait avoir besoin de compter le nombre de chèvres qu'il y avait dans notre cheptel, en faisant de l'arithmétique. Mais ce qui naît en Grèce, donc, c'est l'idée que l'homme peut découvrir la vérité. C'est-à-dire qu'il peut faire mieux que simplement être au courant que quelque chose est vrai, il peut comprendre pourquoi c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Un truc qui turlupine pas mal les élèves en général, c'est l'algèbre. Quand on essaye de faire des calculs avec un x alors que x est inconnu. Pour comprendre comment tout ça fonctionne, le mieux est de savoir à quel endroit c'est né, pourquoi c'est né, et pourquoi en fait ce qu'on vous a raconté c'était un petit peu n'importe quoi. L'idéal de ce fait est de comprendre où est née l'algèbre, pourquoi l'algèbre est née, quel problème était censé résoudre l'algèbre, et surtout de comprendre pourquoi appeler x une inconnue est quelque chose de profondément stupide. Et cette histoire-là ne commence pas à Athènes en Grèce, mais ici, à Bagdad, dans l'actuel Irak. Mais savez-vous ce qu'est Bagdad aux alentours de l'an 800 ? Bagdad est la capitale de la dynastie des Abbassides. En l'an 800 donc, le calife Al-Haroun contrôle un territoire absolument gigantesque. Son territoire donc commence en Espagne, traverse le Maghreb et remonte jusqu'aux confins de la Chine, jusqu'au Kazakhstan. Al-Haroun, en fait, vous le connaissez, c'est le prince des Mille et Une Nuits, celui qui incarne la sagesse. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas son fils Al-Mamoun, qui lui a succédé. Et Al-Mamoun était un homme sage également. C'était un homme totalement investi par l'un des principes de l'islam, à savoir que l'homme doit faire l'effort de comprendre le message de Dieu en s'adonnant à la prière, mais aussi à la recherche théologique, recherche philosophique ou recherche scientifique. Et pour accéder au message de Dieu, donc, Al-Mamoun donne aux scientifiques de l'époque un accès à la bibliothèque de son père, qu'il renomme Maison de la Sagesse. Bon, c'est bien joli de faire avancer l'esprit humain, mais il faut quand même faire tourner l'Empire, et ça, le grand vizir ne l'oublie pas, et il ne manque pas de le rappeler à Al-Mamoun, et donc en contrepartie de leur statut privilégié, on attend des scientifiques qu'ils aident l'Empire à résoudre des problèmes des plus communs, dirions-nous. Sauf que voilà, des problèmes, l'Empire en a beaucoup, l'Empire est très grand, et donc les scientifiques passent un peu plus de temps à résoudre des problèmes pas très intéressants plutôt que de vraiment faire avancer l'esprit humain. Et ça, Al-Mamoun, ça lui plaît pas du tout. Il va donc s'adresser au plus grand mathématicien de l'époque. En vérité, c'était plutôt un astronome, mais on le considérait vraiment comme le type le plus malin du coin. Et le type en question, c'est Al-Khwarizmi. En fait, vous le connaissez bien, Al-Khwarizmi, mais comme c'était difficile de prononcer Al-Khwarizmi pour les Européens il y a 500 ans, c'est devenu algorithme. Ça vous dit quelque chose peut-être, les algorithmes? Bah, ça vient de lui. Et donc justement, Al-Khwarizmi, il avait accès à un grand nombre de connaissances. Je vais essayer de vous résumer un peu le truc. Ça, c'est Bagdad donc. Et Bagdad, c'est pas seulement le centre de l'empire musulman, c'est le centre du monde. Regardez bien. Les scientifiques de Bagdad avaient accès à toute la connaissance de l'empire iranien, à toutes les connaissances des Indiens, à toutes les connaissances des Grecs, à toutes les connaissances des Éthiopiens et à une grande partie de la connaissance de la Chine. Ouais, grosso modo, ils connaissaient tout, surtout à l'époque. Bon, alors vous pourriez me dire qu'ils n'étaient pas au courant des avancées mathématiques des Incas, et vous auriez raison, mais bon, on va faire comme si le problème ne se posait pas. Mais pour vraiment comprendre comment Al-Khwarizmi en arrive à inventer l'algèbre, il va nous falloir comprendre comment on résolvait les problèmes à l'époque. Et c'est tranquillement installé à un bureau que nous allons étudier la question. Un problème, dans le fond, c'est quoi? C'est une situation qui contient un certain nombre de données. À partir de ces données, on peut extraire d'autres informations et on espère qu'à partir de ces informations, on pourra deviner la solution. Il y a quand même pas mal de difficultés avec cette façon de procéder. La première difficulté, c'est qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas de solution et qu'on tourne en rond indéfiniment pour rien. La deuxième difficulté, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs solutions, des bonnes et des mauvaises. Mais quand vous trouvez une mauvaise solution, il y a de grandes chances que vous cessiez de chercher, alors qu'il y avait peut-être une solution plus rapide, moins chère et plus efficace. Pour régler ces difficultés, Al-Khwarizmi propose de faire les choses à l'envers, de partir de la solution et d'aller vers le problème. Alors évidemment, il ne sait pas quelle est cette solution. Il se contente de faire comme s'il la connaissait. Il lui donne un nom.
et il exprime le problème en fonction de la solution. On va essayer de voir sur un exemple la différence entre les deux façons de procéder. Disons qu'en mathématiques, vous ayez eu un 11 et un 16, et que vous vous demandez quelle doit être la troisième note pour avoir 15 de moyenne. Voici comment on faisait pour résoudre ce genre de problème en l'an 800. J'ai eu un 11 et un 16, et je veux 15 de moyenne. À partir de là, on peut remarquer que ici, j'ai un point en plus que je peux aller caser là, et avoir 11 et 16, c'est pareil qu'avoir 12 et 15. Ce faisant, je constate qu'ici, il me manque 3 points pour arriver à 15. Et les 3 points qui manquent de ce côté-là, il va bien falloir les récupérer sur la dernière note, qui doit donc être 18. Cette façon de procéder paraît peut-être absolument géniale, mais elle est pleine de gros soucis. Déjà, le premier souci, c'est que je vous ai dit qu'en représentant le problème comme ça, ce serait plus simple, mais je vous ai jamais dit d'où je sortais cette représentation, et surtout, je vous ai jamais justifié que cette représentation permet de résoudre le problème de manière correcte. Donc dès que j'ai un nouveau problème, il faut non seulement que je trouve une bonne représentation du problème, mais en plus que je justifie que cette représentation est correcte. C'est un travail titanesque. Un autre souci, c'est que là j'ai pris des valeurs simples pour que le problème soit simple, mais on aurait pu imaginer que le problème soit plus compliqué parce que les valeurs étaient plus compliquées ou simplement parce qu'il y avait davantage de valeurs. On va donc maintenant essayer de voir comment Al-Khwarizmi gère ce genre de problème. La première chose que fait Al-Khwarizmi, donc, c'est de considérer que la solution du problème est connue. Il connaît la troisième note. D'ailleurs, il lui donne un nom, il l'appelle x. Et x n'est autre que la troisième note. Maintenant que je connais la troisième note, rien ne m'empêche de calculer la moyenne des trois notes. J'ai eu un 11, un 16 et un x. Si j'additionne ces trois notes et que je divise par 3, j'obtiens la moyenne des trois notes. Mais justement, je sais qu'en faisant la moyenne de ces trois notes, puisque x est la solution de mon problème, la moyenne est égale à 15. Et si vous regardez bien, ici, sous vos yeux ébahis, il y a marqué « La moyenne des trois notes est égale à 15 », ce qui est exactement réexprimer le problème en fonction de la solution. On va simplifier un petit peu cette équation si vous le voulez bien. Je pense qu'en écrivant 27 plus x sur 3 égale 15, je n'ai pas changé grand-chose. Mais cette façon d'écrire l'équation est juste un tout petit peu plus simple que la manière de départ. Cependant, je suis un peu coincé. Il y a cette division par 3 qui me casse un peu les pieds. Al-Khwarizmi disait que cette équation était malade. Il faut la soigner. Et pour la soigner, il faut la remettre à l'endroit. Un petit peu comme un ostéopathe vous remettrait le genou en place après avoir fait un faux mouvement. Et en l'occurrence, remettre cette équation en place, c'est prendre le 3 qui est à gauche et le remettre à droite. Mais diviser un nombre par 3 à gauche revient à multiplier par 3 à droite. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais si on y réfléchit, c'est très logique. En fait, Al-Khwarizmi dégage deux règles d'algèbre. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que veut dire algèbre, en fait, ça veut simplement dire remettre en place, remettre les os en place. En l'occurrence, les deux règles qu'il met en place, ce sont les suivantes. La première règle d'algèbre dit que additionner à gauche, c'est comme soustraire à droite. Évidemment, ça peut se lire dans les deux sens. Je peux passer de ça à ça et de ça à ça. Et ça peut même se lire dans l'autre sens. Si C moins B est égal à A, alors C est égal à A plus B. D'ailleurs, si on réfléchit, c'est logique. Si j'ai un nombre A plus B qui est égal à C, alors C moins B est égal à A. Et il se passe la même chose avec la multiplication. Si A fois B est égal à C, alors A est égal à C divisé par B. Il y a quand même un petit souci avec ça, c'est que là on se retrouve potentiellement avec une division par 0. Donc pour que ceci fonctionne, il faut rajouter une condition, B doit être un nombre différent de 0. Mais revenons à notre problème. Pour passer de cette ligne à cette ligne, j'ai donc utilisé la deuxième règle d'algèbre. Mais je peux simplifier cette ligne pour obtenir simplement ça, ce qui est juste une version encore plus simple de mon problème. Ce faisant, il y a le plus 27 à gauche qui m'embête, mais faire plus 27 à gauche, c'est comme faire moins 27 à droite, ce qui me permet d'obtenir cette version du problème. Et ça me donne simplement x égale 18. Mais si vous regardez bien, x
Ça voulait dire la troisième note. Je vous rappelle que dès le départ, nous avons dit x, c'est la troisième note. Ce qu'il y a donc marqué à la fin, c'est juste la troisième note est égale à 18. C'est donc la solution de mon problème. J'espère que vous voyez ce qu'il y a de génial dans cette façon de procéder et que vous comprenez pourquoi il est absurde de considérer que x est une inconnue. X, c'est un nombre. Dans notre problème, c'était simplement la troisième note. C'est une façon raccourcie d'exprimer la solution du problème. Et c'est grâce à ça que nous avons pu modéliser le problème sous la forme d'une équation. Nous avons simplifié encore et encore cette équation. Et ce qu'on obtient, c'est une équation qu'on peut réinterpréter comme la solution du problème. Le problème devient la solution du problème. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un truc aussi génial dans votre vie. En ce qui me concerne, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu une idée plus brillante que celle-là.